RCJ Midi, Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ, toujours en édition spéciale Israël avec évidemment notre correspondante Cathy Bisraor et de nombreux invités, parmi eux l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, le président de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale Pierre-Alexandre Anglade ou encore l'ancien officier des renseignements israéliens Raphaël Jérusalemi et puis en fin d'édition, des témoignages très forts de personnes présentes sur place ainsi qu'une revue de presse d'Israël vue par la France. Voilà donc pour le programme de ce RCJ Midi que l'on débute tout de suite par le journal. Le journal. L'alerte à la roquette a retenti en fin de matinée à Jérusalem et dans la région de Tel Aviv. Une roquette a également été tirée depuis Gaza sur une maison à Sderot. D'autres roquettes sont aussi tombées sur Ashdod et Ashkelon où une femme d'environ 50 ans et un homme de 75 ans ont été évacués dans un état grave. Tsahal affirme ce matin avoir repris le contrôle total des localités proches de Gaza. Les combats ont cessé autour de la frontière. Des terroristes pourraient toutefois toujours se cacher dans les champs et les dunes, prévient le porte-parole de l'armée israélienne. Par ailleurs, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ordonne un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité ni de nourriture ou encore de carburant. Tout sera fermé. Toujours d'après les informations de Tsahal ce matin, ce sont entre 800 et 1000 terroristes qui se sont infiltrés samedi en Israël à travers 80 brèches dans la clôture de sécurité. Ils ont attaqué 20 localités et 11 bases de l'armée. À noter que les brèches n'ont pas encore été fermées. Tsahal y a placé pour l'heure des chars et des forces supplémentaires. L'armée israélienne continue ce matin d'attaquer des cibles terroristes à Gaza. Un entrepôt d'armes et un puits d'entrée vers un tunnel terroriste souterrain ont été visés. Un quartier général du djihad islamique a également été attaqué. Enfin, un avion israélien a attaqué un véhicule du Hamas qui s'approchait de la clôture depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. L'Autriche annonce suspendre son aide aux Palestiniens. Elle était d'un montant de 19 millions d'euros destiné à plusieurs projets. Le drapeau israélien a également été hissé au-dessus du bureau du chancelier et du ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, une minute de silence au Conseil des droits de l'homme pour les victimes innocentes a été observée. Et enfin, en France, la sécurité a été renforcée autour des lieux de culte et des établissements scolaires juifs, notamment à Paris et sa banlieue. Il n'y a à ce stade pas de menace particulière, mais nous restons extrêmement vigilants, précise la Première ministre qui accuse par ailleurs la France insoumise de trouver des justifications à cette attaque. Le député PS Jérôme Guedj a d'ailleurs affirmé hier sur notre antenne que la question de rester ou non dans la NUPES se posait désormais. Les premiers propos doivent être ceux de la condamnation sans embâche. Et donc, je le dis, et je l'ai dit très clairement dès hier, ça me dégoûte que de voir et de constater que certains, le communiqué du groupe LFI, le tweet de Louis Boyard, de Jean-Luc Mélenchon et peut-être de quelques autres, ont immédiatement été dans une forme de relativisme, de renvoi dos à dos, d'absence de ce minimum de compassion qui fait notre humanité commune. Voilà. Et ça, je trouve ça hallucinant. Donc la première des choses, c'était de dire, les gars, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas possible. Voilà. Et Emmanuel Macron a réaffirmé hier sa solidarité avec Israël. À noter que le CRIF, le FSJU, RCJ et l'ensemble de la communauté juive appellent à un rassemblement ce soir à Paris en solidarité avec le peuple israélien. Il débutera à 18h30 place Victor Hugo dans le 16e arrondissement jusqu'à la place du Trocadéro. Vous écoutez RCJ, il est 12h05. Dans un instant, ce sera le billet d'humeur de Déborah Munzer. Et puis notre correspondante en Israël, Cathy Bisraor, sera à notre micro pour faire le point sur la situation en temps réel en Israël. RCJ Midi, édition spéciale. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom.
En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Un message du Fonds social juif unifié. Salut, c'est Benjamin. Je suis volontaire en service civique au FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu veux te rendre utile ? Deviens volontaire en service civique dans une association. Tu effectueras une mission rémunérée de 8 mois au service de l'autre. Pour rejoindre la promo 2023-2024, envoie ton CV à contactenoé@fsju.org. contactenoé@fsju.org. C'est le moment d'être meilleur. Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur ? Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds social juif unifié. Écoute de nos aînés, contribution à l'organisation d'événements, support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88. Le CRIF, le FSJU et tous les amis d'Israël appellent à une marche de solidarité avec Israël et les Israéliens frappés par le terrorisme du Hamas. Alors rendez-vous ce soir, lundi 9 octobre à 18h30 pour un départ place Victor Hugo à Paris. La marche se poursuivra jusqu'à la place du Trocadéro où la tour Eiffel s'illuminera à 20h aux couleurs d'Israël. Rendez-vous ce soir, lundi 9 octobre à 18h30. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h07, à l'heure du billet d'humeur de Déborah Munzer. Le billet d'humeur, Déborah Munzer. Bonjour à tous. Alors je ne suis pas journaliste, d'autres que moi font ça très bien et à ce micro depuis plusieurs heures. En revanche, je suis une élue de la République française et je sais que nous avons assisté ce week-end à une grande clarification politique. Le syndicat Solidaire écrit « Nous apportons notre soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien dans toutes ses modalités et formes de lutte, y compris la lutte armée. Le Parti des indigènes de la République envoie sa fraternité militante à la résistance palestinienne, comprennent le Hamas, qui mène son action avec détermination et confiance dans des conditions héroïques. Jean-Luc Mélenchon, qui dit d'Elisabeth Borne qu'elle adopte le point de vue étranger parce qu'elle condamne sans réserve les attaques du Hamas. Il faut dire que la gravité du crime qu'ont subi les Israéliens samedi force les uns et les autres à se situer clairement. L'heure n'est donc pas à la nuance. Et aujourd'hui, l'extrême gauche française, qui n'en est pas à son premier coup d'essai, rappelez-vous que Raquel Garrido avait dit qu'il fallait trouver le chemin de la réconciliation avec les terroristes, eh bien, l'extrême gauche française ne nous déçoit pas. Alors, à l'inverse de ces sorties qui donnent la nausée, il y a celle qui rassure. Le journaliste argentin qui vit en France, Alejo Shapir, décrit la situation. La gauche voit des nazis partout, sauf quand des juifs sont assassinés parce qu'ils sont juifs. Le député européen François-Xavier Bellamy parle d'un crime absolu, indéfendable et que personne n'a le droit de relativiser. L'essayiste Fergan Aziari écrit que laisser des fanatiques manifester leur soutien au massacre de civils dans nos villes revient à laisser un individu vêtu de l'uniforme du Troisième Reich danser dans Londres en 1941. Manuel Valls a estimé pour sa part sur LCI qu'il fallait un cordon sanitaire avec les élus d'extrême gauche. Ils ont raison. Le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, pense la même chose et il va plus loin. On a besoin de réarmer les démocraties militairement, judiciairement, mais aussi moralement. Lui aussi a raison. Face au relativisme, au délitement civique, face à la déconstruction de nos principes, face aux attaques islamistes, il a raison aussi. Nous ne devons pas fléchir, pas plier et ne pas laisser notre tolérance s'ouvrir jusqu'aux intolérants eux-mêmes qui veulent notre mort. En dehors de l'extrême gauche qui
non contente de mettre de l'huile sur le feu depuis des années, ajoute donc maintenant de l'essence et des allumettes, en dehors de l'extrême droite qui attend qu'on la désigne comme le recours à cette situation et qui serait naturellement une énorme erreur. Il faut donc s'unir et être avec ceux qui comprennent la situation sans fléchir ni hésiter. Comme ces élus et leaders d'opinion qui ont un discours clair, en attendant le rassemblement de ce soir, en attendant que la présidente de l'Assemblée nationale fasse interdire la venue de la chef de file du FPLP, en attendant que le ministre de l'Intérieur étudie les dissolutions possibles du Parti des Indigènes, de Révolution Permanente, du NPA, chacun de nous peut, dès aujourd'hui, faire plus que d'être en empathie avec les Israéliens ou en colère contre les terroristes. Ça n'a l'air de pas grand-chose, mais chacun de nous peut aussi, dans son quotidien numérique, contribuer à aider. Inonder la plateforme Pharos, P-H-A-R-O-S, de vos signalements pour incitation à la haine ou apologie du terrorisme. Dès que vous voyez un contenu d'un parti politique, d'un député, d'un syndicat, d'une association, un contenu que vous jugez illicite, signalez-le. Les actions du quotidien comptent. Comme ces Iraniens qui refusent de marcher sur les drapeaux américains et israéliens. Regardez-les, ces Iraniens qui ont refusé de voir un drapeau palestinien accroché dans les tribunes d'un match de football. Nous devons tous les jours nous rappeler que les petites actions font les grands combats. Alors calmement et clairement, faisons comprendre chaque jour davantage l'ampleur du problème à ceux qui ne le verraient pas encore. Et bonne semaine sur RCJ. Déborah Munzer, vous écoutez RCJ, il est 12h11, on va partir tout de suite en Israël, retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Margot. Cathy, je vous repose d'abord la même question que ce matin. Quelle est à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, la situation sur place en Israël ? Le principal développement, c'est ce qui s'est passé il y a quelques minutes à peine, avec un tir intensif de roquettes sur le centre du pays et sur Jérusalem. Il y a eu des dizaines et des dizaines de roquettes en moins de 10 minutes qui ont tiré sur toute cette zone jusqu'à la ville d'Herzliya. Il y a eu également une roquette qui est tombée sur l'autoroute principale Jérusalem-Tel Aviv. Il y a des dégâts, mais il n'y a pas de blessés. Je crois qu'on peut dire par miracle, parce que, comme on sait, c'est une des routes les plus fréquentées de l'État d'Israël. Et cette roquette a fait des dégâts, donc mais pas de blessés. Par contre, un bilan qui est beaucoup plus dur à Ashdod et à Ashkelon, où il y a 5 blessés, dont 3 sont dans un état critique, dans un état très grave. De ces blessés se trouvaient dans une voiture et ont été touchés par une roquette qui a touché de plein fouet cette voiture. Il faut souligner qu'à Ashkelon, il y a 40% des maisons de Ashkelon qui ne sont pas protégées par des chambres étanches, et c'est pour cela que l'on voit un nombre important de problèmes très sérieux et de blessés dans cette ville. Mais il faut tout de même souligner, Margot, c'est important de le dire, que le dôme de fer évidemment assure une protection pas totale comme on le voit, mais quasi totale, parce qu'il y a eu des milliers de roquettes, plus de 4000 roquettes qui ont été tirées depuis 48 heures sur Israël, et on voit il y a en fait compte quelques blessés seulement par les roquettes. C'est pas les roquettes qui ont été à l'origine des plus de 700 morts que l'on voit. Ça, c'est donc le développement de ce matin sur l'information que je vous donnais ce matin sur le fait qu'il y avait encore des points d'altercation entre Tsahal et des terroristes. Ce que l'on sait en ce moment même, c'est qu'il n'y a plus d'altercation. Il y a ci et là des terroristes qui sont repérés mais qui sont éliminés très rapidement. Apparemment, il s'agit soit de terroristes qui sont restés de la première vague de samedi matin, soit des terroristes qui ont réussi tout de même encore à s'infiltrer. Il y a eu notamment une infiltration par air ce matin qui a été déjouée par l'armée israélienne. Le troisième point, c'est la politique israélienne. Le ministre de la Défense le dit carrément devant les micros. L'objectif est de mettre un blocus total sur Gaza. Déjà, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas question de transférer de l'électricité et de l'eau. Et également, dit-il, tous les points de passage sont strictement fermés, n'ont pas de nourriture, c'est leur problème. Ils se sont comportés non pas comme des êtres humains, mais comme des animaux, et ils seront traités comme tels. Voilà ce que dit le ministre israélien de la Défense. Et le porte-parole de Tsahal est aussi sorti, Cathy, ce matin de son silence. Quels sont précisément les messages qu'il a livrés à la population israélienne ? Oui, vous avez raison, sorti de son silence, parce qu'évidemment, pendant quelques heures, on n'a pas véritablement entendu un message clair de Tsahal, et tout était une certaine rumeur,
aspect qui était en effet très problématique. Mais j'imagine qu'à Tsahal également, on a été sous le choc. C'est exactement ce qu'a dit d'ailleurs le porte-parole de Tsahal dans une intervention très longue de plus d'une demi-heure. Je crois que le message principal, à part le fait qu'il a expliqué la situation que je viens un petit peu de vous décrire à la frontière, je pense que le message principal qu'il a donné, c'est un message à la population israélienne et aux soldats d'Israël en disant « Nous sommes tous sous le choc ». Okay, chaque Israélien est sous le choc, chaque personne au sein de Tsahal est sous le choc. C'est évidemment ce que l'on vit, dit-il, c'est quelque chose qui n'a jamais existé depuis la création de l'État d'Israël. Mais, dit-il, nous devons passer du choc à l'attaque, du choc à l'offensive, et c'est ce qui est en train de se passer, dit-il. Israël est uni pour aller de l'avant et nous gagnerons cette guerre, a dit le porte-parole de Tsahal. Maintenant, il a également insisté sur deux autres points. D'abord sur le fait que, contrairement à l'impression que l'on peut avoir, vous savez, un petit peu partout, j'imagine également en France, vous avez des groupes qui se regroupent pour donner aux soldats des casques, du matériel, etc. Il a mis le point sur ça en disant il ne manque strictement rien aux soldats de l'État d'Israël. Chacun a ce qu'il doit recevoir. Maintenant, si évidemment, dit-il, des citoyens veulent donner en plus, par exemple, de la nourriture, etc., c'est très bien, mais les soldats de Tsahal ne manquent de rien. Et le dernier point, qui est à mon avis un point très très important, il a demandé de faire attention à toute la propagande du Hamas et aux films qui sont diffusés, des films que vous avez malheureusement peut-être certainement vus, des films dramatiques qui sont diffusés, notamment des otages et des enfants retenus à Gaza. Il a dit ne diffusez pas ces films. Il s'agit de films de propagande pour faire baisser le moral des Israéliens. Il ne faut pas jouer le jeu du Hamas, a dit le porte-parole de Tsahal. Et vous avez aussi, je crois, Cathy, récolté des témoignages de familles d'habitants qui sont sur place, qui vivent en Israël et qui témoignent de l'horreur de la situation actuellement sur place. Écoutez, je ne sais pas par quoi commencer quand vous me parlez de l'horreur, parce qu'il y a tellement d'histoires, Margot, que je ne sais pas si on doit choisir l'histoire de cette femme de 80 ans qui a été prise par des terroristes palestiniens devant les yeux de sa petite fille. Sa petite fille raconte comment sa grand-mère de 80 ans, elle dit « Mais comment ma grand-mère va faire? Elle ne peut même pas aller aux toilettes toute seule », raconte-t-elle devant les caméras. Ou l'histoire de cette femme, de cette maman, tué par les terroristes de sang-froid, le père grièvement blessé, les terroristes prennent le bébé, une petite fille de 3 ans, mais on ne sait pas ce qu'est devenue cette petite fille. Apparemment, elle est en otage également à Gaza. Tout ceci sous les yeux de voisins qui ont regardé ça de leur fenêtre sans pouvoir évidemment rien faire. Et encore, il y a des histoires et des histoires. Mais j'ai choisi de vous raconter, à mon avis, une des histoires qui est le plus terrible et qui montre l'atrocité du Hamas. Il s'agit d'une famille au kibbutz Be'eri, à l'intérieur de la chambre étanche, le père qui est blessé immédiatement par balle par les terroristes palestiniens, la mère avec ses 2 fillettes et un garçon de 16 ans. Les terroristes prennent le téléphone de la mère et mènent sur Facebook, en live Facebook. Et à ce moment-là, toute la famille, évidemment, de la mère qui était au courant qu'ils étaient en siège dans cette chambre étanche, regarde. Et qu'est-ce qu'ils voient? Les terroristes prennent le gamin de 16 ans, le prennent en dehors de la chambre étanche de la maison et le fait passer de maison en maison du kibbutz en lui demandant de taper à la porte, évidemment, en lui demandant d'ouvrir. Et quand, évidemment, les voisins entendent le gamin de 16 ans qu'ils connaissent demander d'ouvrir, ils ouvrent la porte. Et à ce moment-là, les terroristes massacrent la famille. Et on voit ceci de famille en famille en famille. Plus d'une dizaine de familles ont été ainsi massacrées à Be'eri par l'utilisation de ce gamin de 16 ans. Je crois que c'est une des histoires pour raconter l'atrocité, mais il y a des histoires les plus dramatiques les unes que les autres qui montrent véritablement à qui on a affaire. Dernière question, Cathy. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers et depuis Israël. Qu'en est-il des citoyens qui voudraient quitter le territoire israélien? Est-ce que dans l'état actuel des choses, c'est impossible ou est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça actuellement sur place? Écoutez, d'après qui a été diffusé par l'aéroport Ben Gurion, il n'y a strictement aucun problème pour quitter Israël. Pour quitter Israël, les avions quittent Israël et ceux qui ont voulu quitter Israël ou qui veulent quitter Israël encore peuvent quitter Israël. Le problème, c'est le contraire, Margot. Vous avez des centaines, si ce n'est pas des milliers d'Israéliens. C'est exactement le phénomène de la guerre de Kippour, qui veulent revenir en Israël, qui veulent être mobilisés et qui veulent rentrer évidemment en Tsahal, etc. Et là, il y a un sérieux problème. Il y a des vols spéciaux qui ont été organisés et des compagnies aériennes israéliennes
pour amener des Israéliens des États-Unis, d'Amérique du Sud, de France également, etc., qui veulent rentrer en Israël pour pour servir dans Tsahal. Et là, il y a des problèmes sérieux, car en effet, il y a un manque d'avions, mais les compagnies aériennes israéliennes ont affirmé que tous ceux qui voudront arriver en Israël, des efforts énormes sont faits jour et nuit pour les rapatrier sur le territoire israélien. Merci beaucoup Cathy pour toutes ces précisions. Donc Cathy en direct actuellement d'Israël. Vous écoutez RCJ. Il est 12h20. Dans un instant, l'ancien officier des renseignements israéliens Raphaël Jérusalemi, le président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale Pierre-Alexandre Anglade, l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, ainsi que le président du Fonds social juif unifié de la Fondation du judaïsme français Ariel Goldman seront à notre micro. RCJ Midi, édition spéciale. RCJ. Moi, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Qualibat, je suis tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Retrouvez dès maintenant la nouvelle série documentaire de RCJ, Copernic, l'attentat, le procès, de Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman, sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. On a été les oubliés et les silencieux. Vous devinez bien évidemment qu'il y a des enjeux qui vous échappent et qui sont bien plus qu'une simple mort sur un trottoir dans Paris. Rendez-vous sur radio-rcj.info ou sur toutes les plateformes d'écoute. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut national du cancer. Le CRIF, le FSJU et tous les amis d'Israël appellent à une marche de solidarité avec Israël et les Israéliens frappés par le terrorisme du Hamas. Alors rendez-vous ce soir, lundi 9 octobre à 18h30 pour un départ place Victor Hugo à Paris. La marche se poursuivra jusqu'à la place du Trocadéro où la tour Eiffel s'illuminera à 20h aux couleurs d'Israël. Rendez-vous ce soir, lundi 9 octobre à 18h30. RCJ Midi, édition spéciale. Vous écoutez RCJ, il est 12h23, nous sommes toujours en édition spéciale Israël et le président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, Pierre-Alexandre Anglade, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Elsa Parienté, il est à votre micro. Anglade, question très simple dans un premier temps. Quelle est votre réaction à la suite de l'attaque déclenchée par le Hamas contre Israël samedi ? Écoutez, je crois qu'on est toutes et tous extrêmement choqués par ce qui s'est passé ces dernières 48 heures en Israël. Et c'est évidemment la condamnation la plus ferme et la plus absolue de l'attaque terroriste menée par le Hamas et le soutien le plus inconditionnel à Israël qui s'est exprimé. Et je crois que c'est une position que les responsables politiques doivent tenir de manière unanime parce que nous avons vu la sauvagerie, la barbarie la plus abjecte s'exprimer contre les civils innocents en Israël. Et donc c'est une réaction d'abord de soutien et de solidarité et puis ensuite de soutien perpétuel à Israël qui doit pouvoir vivre en paix et qui doit avoir sa sécurité garantie de manière absolue. L'Union européenne a condamné fermement l'offensive du Hamas contre Israël. Le Hamas était sorti au moment de la guerre de Gaza de 2014 d'ailleurs de la liste des organisations terroristes de l'UE un temps. Quelle est la politique de l'Union européenne vis-à-vis du Hamas et de BDS qui appelle aujourd'hui au financement de la, je cite, résistance armée palestinienne ? Écoutez, moi je crois qu'il faut remettre tout cela à plat. On ne peut plus aujourd'hui
regarder de la même manière ce qui se passe à Gaza. Le Hamas est une organisation terroriste. Elle a été placée sur la liste d'organisations terroristes comme telle par l'Union européenne. Et je crois que chaque État doit aujourd'hui s'interroger sur le soutien qu'il apporte à certaines organisations palestiniennes. C'est le cas notamment de nos amis allemands qui annoncent peut-être suspendre un certain nombre de financements. Et donc je crois que il y aura demain une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles sur la réponse que doivent apporter les Européens. Mais en tout état de cause, dans ce moment où Israël vit une attaque de masse, vit une attaque terroriste sans équivalent par le passé, je crois qu'il faut être, nous les Européens, de manière extrêmement claire derrière le pouvoir israélien et dénoncer de toutes les manières l'attaque du Hamas. Justement, cette réaction européenne, selon vous, elle doit être plutôt diplomatique, financière. On voit que les États-Unis mobilisent une grande aide pour Israël aujourd'hui. Comment l'Union européenne compte peser justement sur la nécessité d'arrêt de cette offensive ? Je crois que la réponse, au fond, au cycle infernal de la violence face auquel on est confronté dans la restauration d'un dialogue politique, une fois les attentats et la situation sécuritaire rétablie, et cela doit être de la manière la plus rapide possible, il faut qu'il y ait un cycle politique de dialogue qui soit restauré, de sorte à ce que l'on puisse enfin parvenir à une situation de paix. Je crois que c'est notre responsabilité collective de sortir de 70 ans d'explosions régulières, de guerre et de victimes civiles qui paient le prix de cette impasse. Et donc il y a une réunion qui s'est tenue au Conseil de sécurité des Nations Unies dimanche, et je crois que la position de la France sur le sujet est extrêmement constante, mais en tout cas la réponse diplomatique de la France et de l'Europe doit, je crois, retrouver encore peut-être plus de force qu'elle n'a su montrer ces dernières années. Et donc oui, ça passera peut-être aussi par des soutiens financiers, mais en tout cas on doit être à la manœuvre pour permettre la reprise d'un dialogue politique qui est nécessaire, on revient. Pierre-Alexandre Anglade, à l'Assemblée nationale, on apprend dans le même temps qu'est prévue la venue de Mariam Abou Daka, chef de file du FPLP. Est-ce que cette visite est maintenue ? Est-ce qu'il y a un processus d'annulation en cours ? J'ai compris qu'il y avait des parlementaires qui avaient saisi la présidente de l'Assemblée nationale pour que cette venue soit annulée. Et je crois que compte tenu du contexte, cette venue qui n'était déjà pas la bienvenue, n'a plus lieu d'être. Et donc moi j'espère que très rapidement, une décision pourra être prise par la présidente de l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ce personnage ne vienne pas dans l'enceinte du Palais Bourbon. Vous savez, il y a une part de la classe politique française qui exerce une forme de complaisance vis-à-vis des terroristes palestiniens. Et je crois que cela, il faut aussi les combattre et les dénoncer. Et donc oui, j'espère que cette visite sera annulée et que cette personne ne sera pas à l'Assemblée nationale. Pour finir sur RCJ, des étudiants sont arrivés ce matin à l'université Paris-Dauphine avec des drapeaux palestiniens sur les épaules. Les universités sont des endroits de crispation autour de la question du conflit israélo-palestinien. Est-ce que dans ces circonstances extrêmement particulières en ce moment, des moyens existent pour prévenir et ou réagir à d'éventuelles campagnes de haine à l'université ? Moi, je crois qu'il faut être extrêmement clair et extrêmement ferme sur cette question. Dans le moment que nous sommes en train de vivre, et on voit bien la tentation qui pourrait être celle de certains, notamment au sein de la France Insoumise et des organisations qui y sont affiliées, d'essayer de contextualiser ou d'expliquer ce qui s'est passé ce week-end en Israël par le conflit israélo-palestinien et la complexité de celui-ci. Et je crois qu'il faut avoir aucune complaisance vis-à-vis de ceux qui instrumentalisent au fond ce qui s'est passé ce week-end et qui font quelque part l'apologie du terrorisme en essayant de tout mélanger. Ce week-end, il y a eu une attaque terroriste d'une envergure sans précédent. Ce sont les victimes civiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui ont été les victimes des terroristes du Hamas. Et donc celles et ceux qui essayent de mélanger cela au conflit israélo-palestinien dans les universités françaises en propageant des campagnes de haine doivent évidemment être poursuivis et sanctionnés. Toutes celles et ceux qui feront l'apologie du terrorisme devront être poursuivis, oui. Un grand merci pour votre intervention sur RCJ, Pierre-Alexandre Anglade.
Et merci à vous, Elsa Parienté. Vous écoutez RCJ. Il est 12h30. L'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui président du laboratoire de la République, est à présent en ligne avec nous. Non, il n'est pas en ligne avec nous, pas encore. Alors, la régie, pour tout vous dire... Ah, c'est bon. Alors, je vous disais que l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui président du laboratoire de la République, est en ligne avec nous et il est à votre micro, Laurence Goldman. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci d'être en ligne en direct avec nous sur RCJ. Jean-Michel Blanquer, vous vous tenez en retrait du débat public depuis votre départ du ministère de l'Éducation nationale. Mais vous êtes sorti de votre silence médiatique hier pour dénoncer, je cite, « l'infamie des crimes commis par les terroristes contre Israël ». Il en allait de votre devoir de citoyen français de prendre la parole. Jean-Michel Blanquer. Oui, excusez-moi, je vous entends mal. Je crois qu'il n'y a pas de retour du son, mais en effet, il me semble que le devoir de tous, c'est d'être ce soir à cette manifestation à 18h30. C'est un sujet qui concerne tous les Français et je dirais plus généralement le monde entier. Ce sujet n'est pas le sujet d'une guerre comme une autre, c'est le sujet de la réaction qu'on doit avoir face à la barbarie. Et pour ça, il faut qu'on soit à la fois unis et très très clairs sur nos valeurs et ce pourquoi nous nous mobilisons. C'est-à-dire la liberté, la démocratie, la dignité de la personne humaine, toutes ces choses qui ont été violées de façon abjecte samedi dernier. Ne pas faiblir face à ceux qui ne veulent pas la paix, avez-vous écrit sur Twitter. Vous êtes, Jean-Michel Blanquer, l'un des fervents défenseurs des valeurs de notre République. Est-ce que vous faites le lien entre ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec ces attaques du Hamas et l'islam radical que vous avez combattu au ministère de l'Éducation tel que nous le connaissons en France ? De façon générale, dans le monde qui est le nôtre, il y a évidemment des adversaires radicaux de nos valeurs, des adversaires de la démocratie, des adversaires de la liberté, des adversaires de la dignité de la personne humaine. C'est le cas évidemment du fondamentalisme islamiste, que ce soit à Gaza ou ailleurs, et il faut savoir désigner cela. Et la démocratie, elle doit savoir se défendre. Donc elle doit à la fois distinguer entre les adversaires et les ennemis, et lorsqu'il s'agit d'ennemis, ne pas faiblir. Et lorsqu'il s'agit d'adversaires, savoir dialoguer, jouer le jeu de la démocratie et de la paix. Là, il s'agit d'ennemis, de gens qui sont sans foi ni loi. Ce sont des gens qui n'ont pas de principe et il faut évidemment en tirer des conséquences quant à la façon de faire. Et je pense que s'agissant du Hamas, c'est une organisation qui a fait le mal de son territoire. Si ça avait été une organisation autre, aujourd'hui, la bande de Gaza serait peut-être un endroit prospère, un endroit pacifique. Au lieu de ça, on a eu des principes de radicalité qui mènent à la guerre. Et évidemment, il faut savoir prendre en compte cela. Et c'est extrêmement grave. Il faut rechercher la paix, mais ne pas faiblir face aux fauteurs de guerre. Vous avez, Jean-Michel Blanquer, créé le laboratoire de la République. C'est un cercle de réflexion et d'action en faveur de la République. Comment est-ce que vous réagissez face à ces responsables syndicaux, politiques ou associatifs qui prennent la défense du Hamas au nom de la résistance, entre guillemets, du peuple palestinien ? Écoutez, je suis malheureusement pas surpris parce que j'ai vu ces dérives depuis un certain nombre d'années. Elles m'attristent beaucoup. Je pense que normalement, quelles que soient les différences qu'on peut avoir sur la question du conflit au Proche-Orient, on doit savoir se rassembler quand l'essentiel est en jeu. Là, l'essentiel est en jeu et donc bien triste de voir certains dériver vers cela. Encore une fois, ça laisse la place à des grandes divergences politiques. Mais là, c'est pas un sujet politique, c'est un sujet de réaction digne à des crimes de guerre qui ont été accomplis hier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à protéger les lieux communautaires juifs. Est-ce que vous redoutez une importation de ce qui se passe en Israël sur le sol français, à l'encontre notamment de la communauté juive, Jean-Michel Blanquer ? Mais évidemment, cette crainte existe. J'ai du mal à en parler pour ne pas participer à cette crainte. Mais il est évident qu'elle existe et qu'il faut se protéger. C'est de façon générale d'ailleurs l'ensemble de la communauté nationale qui est toujours en danger face
aux attentats terroristes et malheureusement davantage encore les juifs parmi nos citoyens. Mais face à cela, nous devons évidemment être d'une très grande vigilance et je ne dis pas que le ministre de l'Intérieur met tout ce qu'il faut en œuvre pour que cette vigilance s'exerce. Une dernière question, Jean-Michel Blanquer. Comment défendre Israël lorsqu'on est comme vous, un citoyen français et républicain ? Pardon, comme je vous entends de loin, je n'ai pas entendu votre question. Que pouvez-vous faire en tant que citoyen français et républicain pour prendre la défense des valeurs israéliennes démocratiques qui sont attaquées en son cœur aujourd'hui ? C'est un travail de longue haleine. En réalité, tout fait système. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des citoyens en France qui sont clairs sur les valeurs de la République, clairs sur les valeurs de la démocratie. Et c'est cela ensuite qui crée des solidarités internationales avec ceux qui incarnent la démocratie. C'est un sujet qu'on a dans chaque pays. D'ailleurs, en Israël comme en France, il faut que on sache élever nos enfants dans le respect d'autrui, dans le respect de la dignité de la personne humaine et ensuite que ceci tisse des valeurs de nature internationale. Aujourd'hui, cela doit conduire à rechercher l'unité la plus grande possible en France, en soutien d'Israël, en condamnation de ce qui s'est passé et en respect aussi des valeurs qui sont les nôtres. On ne gagne rien à ne pas respecter nos propres valeurs, même quand l'ennemi ne respecte pas ces valeurs-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire la guerre aux ennemis, mais pas avec le même esprit que le leur, sinon c'est leur donner une forme de victoire. Donc, il est très important aujourd'hui de savoir désigner l'ennemi, savoir rechercher la paix et ne pas faiblir face à ceux qui n'ont aucun respect pour la dignité de la personne humaine. Merci infiniment Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu aux questions du RCJ. Ancien ministre de l'Éducation, vous êtes aujourd'hui président du Laboratoire de la République et vous serez présent ce soir à la grande manifestation place Victor Hugo à Paris. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous Laurence Goldman, vous écoutez RCJ, il est 12h37. L'ancien officier des renseignements israéliens Raphaël Jérusalemi est à présent en ligne avec nous et il est Elsa Pariente à votre micro. Bonjour Raphaël Jérusalemi. Bonjour. Israël est depuis samedi en situation de guerre. Comment une attaque du Hamas d'une telle ampleur a-t-elle pu avoir lieu ? Est-ce que c'est un manque d'anticipation côté israélien ? Allô, vous m'entendez ? Oui. Oui, non, parce qu'il y a une alerte en ce moment, donc c'est d'actualité. Et oui, il y a eu une défaillance certaine au niveau du renseignement d'abord. Il est trop tôt pour savoir quelle en est l'origine. On soupçonne que le Hamas, ayant détecté des informateurs palestiniens travaillant pour le compte d'Israël, les aurait abreuvés de fausses informations qu'ils auraient reléguées vers leurs agents activateurs israéliens. C'est l'une des théories. Une autre théorie prétendrait que nous avions plus ou moins des informations dans le sens d'une préparation d'une offensive dont nous ne doutons pas de l'ampleur, mais aussi dont on aurait estimé qu'on pouvait encore attendre qu'elle se déploie plus pour la frapper. Mais tout cela sont des conjectures. Il faudra des mois, sinon des années de commission d'enquête pour découvrir le poteau rose et savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. De toute façon, la défaillance est là. Il y a eu ensuite une défaillance opérationnelle dans la mesure où le temps de réaction, une fois qu'on avait été pris par surprise et que des terroristes s'étaient infiltrés en territoire israélien, il a fallu trop de temps, dans certains cas, pour que les troupes arrivent à la rescousse. Donc tout cela, ce sont malheureusement des choses à vérifier. On apprend une troisième défaillance ce matin sur le plan des munitions des gardes-frontières, où il y aurait un manque de munitions dans les entrepôts. Donc vous voyez, il y a ici, à l'épreuve de la vérité, certains mythes qui sont un petit peu atteints. Cela étant dit, nous sommes maintenant en pleine guerre, donc les règlements de compte et les vérifications, c'est pour après. Et il reste tout de même une grande confiance, on n'a pas le choix d'ailleurs, mais une grande confiance dans Tsahal et un amour pour nos soldats, puisque nos soldats, ce sont nos frères, nos oncles, nos cousins, dans mon quartier. Et là, je vous parle des studios d'I24, il y a plein de jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui, ils sont partis se battre
contre le Hamas et peut-être dans le nord, ils ont été déployés dans le nord contre le Hezbollah. Le Hamas, justement, qui semble disposer de moyens inédits, notamment avec des attaques de drones. Comment s'organise le soutien de l'Iran et quels sont les moyens pour Israël d'intervenir potentiellement là-dessus ? Alors le Hamas, depuis le temps qu'il pratique ce fonds de commerce du terrorisme, est passé maître, bien sûr, dans la contrebande, dans le blanchiment d'argent, dans tout ce qui est en fait illégal ou du grand banditisme, ce qui évidemment lui permet de recevoir en pièces détachées des tas d'équipements qui ont l'air anodins lorsqu'ils sont en pièces détachées, mais qui évidemment une fois montés peuvent être des ULM, des détonateurs et j'en passe, ceci avec un appui très très sérieux de l'Iran sur le plan logistique, sur le plan financier, et en plus, c'est dans la chaîne de commandement, car le Hamas obéit au doigt et à l'œil à Téhéran, puisque Téhéran, c'est son dernier financier, c'est le dernier État qui lui donne vraiment de l'argent, puisque les autres pays arabes ont diminué, sinon supprimé leur soutien financier au Hamas. Même le Qatar a diminué son soutien caritatif à Gaza. Donc le Hamas est coincé, mais il a réussi à se procurer effectivement tous ces équipements. Là, c'est plus un échec tellement du renseignement militaire, car on le savait. On sait aussi plus ou moins combien de missiles sont à leur disposition. Là, il y a un échec politique depuis plusieurs années, d'un laxisme politique volontaire, selon la doctrine, comme quoi il serait bon d'avoir le Hamas à Gaza pour diviser la Palestine en deux. Et on a, en fin de compte, round après round, laissé d'affrontement entre Gaza et Israël, laissé le Hamas à chaque fois se regrouper, se réarmer, se restructurer, et on n'a jamais pensé, et ça c'est une grave lacune, à renforcer l'opposition au Hamas au sein de Gaza, à renforcer l'OLP contre le Hamas à Gaza, et donc le Hamas s'est retrouvé seul maître à bord, et on en fait maintenant les frais. Laurence Goldman, vous souhaitiez réagir. Oui, parmi les hypothèses qui ont été avancées, qui expliqueraient la surprise de l'armée israélienne, on a parlé d'une cyberattaque en provenance de l'Iran qui aurait paralysé le système informatique de Tsahal. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle encore ce matin en Israël ? Alors, c'est une possibilité qui a été envisagée, mais cette cyberattaque n'a pas eu lieu. Il y a eu des sabotages sur la barrière de sécurité même. Les terroristes ont réussi à casser des caméras en jetant des pierres dessus, à couper des sensors de leur approvisionnement en électricité. Donc il y a quelques endroits de la barrière de sécurité, si vous voulez, où on a réussi à désactiver le système d'alarme, si vous voulez. Mais sur le plan cyber, d'une attaque cyber contre les intérêts de Tsahal, ça n'a pas encore eu lieu jusqu'à ce jour, et je doute que ça ait lieu. Avec tout le respect pour les hackers iraniens, il y a dans Mamram, l'unité du cyber de Tsahal, les plus gros ordinateurs au monde, pratiquement, d'une puissance telle, et avec des ingénieurs de high-tech sortis du Technion d'un tel niveau, que je doute quand même que là, nous ne soyons pas surprises, mais bon, on ne peut jamais dire non, puisque vous voyez que le pire peut arriver et que les scénarios catastrophes, parfois, ont lieu. Mais pour l'instant, donc, je vous rassure, sur le plan cyber, non seulement Tsahal, mais même d'autres institutions israéliennes, pour l'instant, les hôpitaux, par exemple, n'ont pas été attaqués, alors que ça pourrait être effectivement une cible de choix au moment même où ils sont débordés de blessés. En quelques mots, pour finir, Raphaël Jérusalemi, à quoi se prépare l'armée israélienne? À une guerre sur le temps long, et est-ce qu'une opération terrestre dans la bande de Gaza est prévue? Alors, on se prépare à une guerre. D'abord, le fait qu'on ait appelé ça une guerre et pas une opération, ça change la donne. Ça permet au gouvernement et à l'armée d'agir plus vite et plus fort. Raphaël Jérusalemi, je crois qu'on a un petit problème technique. Est-ce que vous nous entendez, Raphaël Jérusalemi? Non. Apparemment, la ligne a coupé le... Alors, on va peut-être essayer en régie de rappeler Raphaël Jérusalemi. Et en attendant, nous sommes en ligne avec Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français. Bonjour Ariel.
Ariel Goldman, apparemment, ne nous entend pas non plus. Alors, je vous propose peut-être de faire une courte pause de pub et de se retrouver donc juste après la publicité. Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël. Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, association au service de la vie. Le CRIF, le FSJU et tous les amis d'Israël appellent à une marche de solidarité avec Israël et les Israéliens frappés par le terrorisme du Hamas. Alors rendez-vous ce soir, lundi 9 octobre à 18h30 pour un départ place Victor Hugo à Paris. La marche se poursuivra jusqu'à la place du Trocadéro où la tour Eiffel s'illuminera à 20h aux couleurs d'Israël. Rendez-vous ce soir, lundi 9 octobre à 18h30. Vous écoutez RCJ, il est 12h46. Alors pour tout vous dire, on essaye d'appeler Ariel Goldman, le président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français. Pour l'instant, on ne l'a pas en ligne, mais alors on va s'intéresser à Israël du point de vue de la France. Évidemment, on l'a dit sur notre antenne samedi matin, alors qu'une partie des Juifs de France gardaient leur télévision éteinte, comme chaque samedi pendant Shabbat, eh bien la France s'est réveillée avec les terribles images de l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. Et on va revenir donc sur cette situation ce week-end avec vous, Victoria Géraud-Velmont. Bonjour. Oui, bonjour Margot. En effet, depuis samedi, les images d'Israël sous les missiles, les images des corps des jeunes qui se rendaient à une rave party dans le désert, ou encore les images de kidnapping de femmes et d'enfants israéliens par les terroristes gazaouis appleuvent. Nous avons affaire à des images et des actualités inédites dont les médias français se saisissent. Hier, pour sa première édition, le nouvel hebdomadaire du dimanche, La Tribune Dimanche, titrait « La guerre qui sidère », bouleversant ainsi toute l'organisation prévue en ce jour. Car ce n'est pas moins de 4 pages qui ont été modifiées et consacrées aux exécutions de civils, aux prises d'otages ou encore aux tirs de roquettes du Hamas. Dans Libération ce matin, on fait le choix d'un titre sobre, mais des images choquent. Les familles à évacuer, les jeunes de la rave party qui fuient les terroristes et les corps qui gisent sur le sol. Il y aura un avant et un après cette journée du 7 octobre 2023 dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans l'histoire de la diplomatie mondiale, écrit alors son rédacteur en chef franco-israélien Dov Alfon. Dans le monde, nous découvrons la tragédie qui a touché les centaines de jeunes qui se rassemblaient près du kibboutz Re'im, à quelques kilomètres de Gaza, pour cette rave party. Cette rave party était située, je cite, sur l'un des points réputés les plus fragiles de la bordure de sécurité israélienne. Les secouristes du Zaka auraient découvert et emporté 260 corps et craignent une augmentation de ce chiffre. On lit ainsi l'effroi de ces survivants qui ont vu les miliciens du Hamas surgir de plusieurs directions et les suivre en moto, tirant à vue sur eux. Parmi les jeunes fêtards de Tribe of Nova, il y a par exemple Noah. Peut-être avez-vous vu sa photo sur Twitter ces dernières heures. Depuis samedi, son colocataire Amir est sous le choc. Lit-on dans Le Parisien ce matin. C'est sur les boucles de Telegram du Hamas qu'Amir a découvert la prise d'otage de son ami. 2 vidéos auraient alors été envoyées sur ces boucles diffusées par les terroristes. Noah kidnappé sur une moto et Noah plus tard assise par terre avec une bouteille d'eau. Géolocalisé dans un quartier de Gaza, ses proches tentent par tous les moyens d'avoir de ses nouvelles. Du côté du Figaro, c'est le rôle de l'Iran derrière cette attaque qui préoccupe nos confrères. Le Hamas aurait-il agi seul ? Une alliance aurait été scellée dès le mois d'août pour, je cite, « mettre au point les incursions aériennes, terrestres et maritimes ». Préparée à Beyrouth, l'offensive aurait bénéficié de l'aide des forces iraniennes. Soupçon que le Hamas réfute pour l'instant.
Dans ces mêmes pages, nous lisons aussi le soutien d'associations étudiantes d'Harvard pour le peuple palestinien. Ce dimanche 8 octobre, en effet, 35 associations signaient, je cite, une déclaration tenant Israël pour responsable des violences qui se déroulent. Enfin, c'est aussi la crainte de la population juive en France pour sa sécurité que nous lisons dans la presse française. Dès samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé le renforcement immédiat de la sécurité des lieux de culte et des écoles de la communauté juive. « J'ai peur pour les enfants dans les écoles juives », déclare Vanessa à nos confrères de Libération. Mais c'est le problème éternel des Juifs. Par notre histoire, la peur fait partie de notre ADN, conclut cette habitante de Créteil. Même peur à Sarcelles, dans le Val d'Oise, selon le Parisien. Les fidèles de la grande synagogue de cette ville, qu'on appelle aussi la Petite Jérusalem, tremblent à l'idée d'une recrudescence de l'antisémitisme dans leur ville. C'est le 11 septembre d'Israël, affirme alors Gad, membre de la communauté juive de Sarcelles. Déjà en 2014, lorsqu'Israël était intervenu à Gaza, Sarcelles était, je cite, en feu. Ils avaient attaqué la synagogue, alors nous sommes tous en état de veille. Nous faisons tous attention. Merci beaucoup Victoria Géraud-Velmont. Vous écoutez RCJ, il est 12h51. Le président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français, Ariel Goldman, est désormais en ligne avec nous et il est Elsa Parienté à votre micro. Bonjour Ariel Goldman. Bonjour. Quel est votre sentiment ce midi et quelles nouvelles avez-vous de vos partenaires en Israël ? Écoutez, d'abord le sentiment, c'est la sidération. On n'est pas encore sorti de cet état. Surtout ceux qui ont célébré les fêtes et qui se sont réveillés pendant les fêtes et hier soir avec ces images et ces événements terribles. C'est le silence aussi qui devrait prévaloir. Les commentaires sont nombreux et c'est normal, mais en réalité, on est dans un moment de recueillement et d'ailleurs, en tant que président d'institution, j'ai demandé à tous les départements de chez nous de suspendre toutes les manifestations qui devaient avoir lieu cette semaine, que ce soit des avant-premières de films, des conférences ou des manifestations, parce que je pense que nous le devons à nos frères israéliens, nous le devons aux familles qui sont dans la douleur et qui sont... Parfois, c'est même pire, dans l'incertitude de savoir si leur femme, leur enfant, leur fille ou leur grand-mère est aux mains des barbares. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, oui, on se replonge dans des moments qu'on n'a jamais connus. Moi, j'ai 60 ans, j'ai vécu, je rappelais l'autre jour les souvenirs de la guerre de Kippour, mais rien ne ressemble à ce que nous sommes en train de vivre. C'est la sidération, l'horreur, l'effroi. Voilà, pour l'instant, ce qui me vient à l'esprit. Le FSJU est bien sûr très mobilisé. Quels sont les enjeux de la campagne d'urgence qui a été lancée ? Écoutez, d'abord, nous avons effectivement, comme vous me l'avez posé en première question, des partenaires. En Israël, nous avons 2 partenaires principaux qui sont très actifs sur la situation actuelle. Le premier partenaire, c'est La Tête, grande association israélienne, l'équivalent un peu des Restos du Cœur, qui s'est mis tout de suite en œuvre pour aider non seulement les populations, mais les familles, les enfants, ceux qui ont besoin de matériel, de nourriture, de jouets pour certains enfants. Et puis, nos amis du Sud, vous savez que nous avions contribué à reconstruire complètement l'année dernière le kibbutz Kerem Shalom, qui est vraiment à la frontière de la bande de Gaza, où les dégâts sont énormes, où nous comptons beaucoup de nos amis qui sont morts ou qui sont disparus dans ce kibbutz. Richard Audier me le disait encore hier soir. Donc nous allons voir avec eux dès que le calme sera revenu, parce que ce que me disait tout à l'heure Meir Habib au téléphone, c'est que la situation n'est pas rétablie en Israël. L'ordre n'est pas revenu. Il y a encore des terroristes, il y a encore des incursions, il y a encore des bagarres, des batailles de rue sur quelques points, et tant que cet ordre ne sera pas complètement revenu en interne, il sera aussi difficile d'agir. Et puis il y a aussi cette solidarité que nous devons à tous ceux que nous connaissons dans notre entourage. Il y a beaucoup de franco-israéliens qui se sont engagés et qui sont rappelés, qui sont réservistes, qui sont déjà partis sur le front. On entend ici ou là des noms. On a entendu malheureusement la mort du fils d'un des responsables des Lubavitch de hier, ou de Brunois, qui est tombé déjà au front. Donc voilà, il y a tout cela qui se mélange et envie d'action, un besoin d'action.
Mais je crois que cette action, elle doit être canalisée, elle doit être maîtrisée, elle doit être intelligente. Alors, il y a bien sûr les rassemblements de solidarité. Ce soir, je serai, comme beaucoup, je pense, au Trocadéro pour dire ma solidarité à l'État d'Israël. C'est une évidence, mais en même temps, il y a tellement de supporters ou de personnes qui soutiennent plus ou moins l'action du Hamas. On l'a vu dans la classe politique. Alors, ils sont minoritaires, heureusement, ils sont très minoritaires. Ils sont combattus, ils sont dénoncés, mais il y en a. Il ne faut pas leur laisser la moindre place et il faut aussi les combattre ici. Puis il y a enfin la communauté juive de France avec sa sécurisation. Je participerai à 15h avec le grand rabbin de France, le président du CRIF et le président du consistoire Eli Korcia à une réunion sécuritaire à la place Beauvau avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a provoqué cette réunion et les plus hauts responsables de la sécurité en France, sécurité intérieure, notamment les polices nationales et gendarmerie, pour voir sur le terrain quelles sont les mesures concrètes qui vont être prêtes, qui sont prêtes déjà, mais qui vont être déployées encore dans les jours qui viennent, pour faire face, car nous savons que la communauté juive était une cible, elle l'est encore, et que les fans ou les admirateurs de ces barbares, de ces animaux de Gaza, peuvent avoir envie de passer aussi à l'action ici. Donc nous devons travailler sur ce front également. Merci beaucoup Ariel Goldman, président du FSJU. On rappelle le rendez-vous de ce soir à 18h30 à Paris, place Victor Hugo. Et le site pour faire un don au FSJU en cette période compliquée en Israël, www.fsju.org/urgence-israël. Merci, bonne journée. Et merci à vous Elsa Parienté, vous écoutez RCJ. Il est 12h56, l'heure de vous faire parvenir des témoignages de personnes sur place vivant en Israël. D'abord celui de Ruth qui est prof de maths au lycée du Kibbutz Magen, tout près de la frontière avec Gaza. Laurence Goldman. Oui, bonjour Ruth. Oui. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à Jérusalem où vous étiez venu passer la fête de Soukhot avec votre famille avant d'en venir à la situation de votre lycée qui se trouve tout près de la bande de Gaza. Un mot sur la situation actuellement à Jérusalem. Il y a eu de nouvelles alertes ce matin. Absolument. Ce matin, de nouveau, il y a eu des alertes. On a entendu des avions qui survolaient donc Jérusalem. Et donc, on a dû se réfugier aussi dans un abri. Mais bon, là, ça s'est calmé. Donc, je pense que ça a l'air d'aller mieux ici. Quelle est l'atmosphère dans la ville de Jérusalem depuis le début de la guerre, Shabbat matin? Il y a du monde dans les rues, les magasins sont ouverts? Écoutez, Shabbat matin, donc ça a été une stupeur. Tout le monde était étonné parce que nous étions donc à la synagogue et tout d'un coup, il y a eu alerte après alerte. Et donc, on nous a prévenu que il fallait se rentrer à la maison et se mettre dans un abri. Donc, le jour de la fête, ça a été assez difficile parce que finalement, c'était la fête de Simchat Torah et se retrouver comme ça dans les abris, ça n'était pas évident. Mais bon, il y avait très peu de gens dans les rues. Hier, on est un petit peu sortis pour voir ce qui se passait. Les magasins étaient pratiquement tous fermés. Les gens sont restés à la maison. Les écoles ne marchent pas. Donc, les enfants, les parents, tout le monde est resté à la maison. Vous êtes donc, Margot Siffer le disait, professeure de mathématiques au lycée du Kibbutz Magen. Il se trouve à quelle distance de la bande de Gaza, ce Kibbutz? Oui, je suis prof dans un lycée qui se trouve effectivement dans un Kibbutz vraiment très proche de la barrière de Gaza. La plupart des élèves des lycéens sont des enfants des kibbutzim du coin, donc vous avez malheureusement entendu parler, Be'eri, Magen, tous les kibbutzim qui malheureusement ont été attaqués dès le premier jour et où il y a eu énormément de morts. Vous avez pu, vous m'avez dit, vous entretenir avec la sous-directrice de votre lycée ce matin. Que vous a-t-elle dit? Quelles nouvelles a-t-elle des élèves qui sont les vôtres, Ruth? Alors, oui, effectivement, je me suis entretenue avec la sous-directrice pour faire un petit peu le point de ce qui se passe à l'école. Les nouvelles sont très dures à encaisser. Beaucoup de profs ont perdu leur mari, qui faisaient partie donc des premières personnes qui ont rencontré les terroristes qui sont arrivés.
avant que l'armée ne commence à faire quoi que ce soit. Malheureusement, une grande partie des élèves ont été soit assassinés, soit faits prisonniers, donc ont été ramenés à Gaza. De terribles nouvelles. On attend de savoir ce qui se passe avec eux, évidemment, mais pour l'instant, beaucoup de gens ont été tués sur place. Déjà les premières minutes de la tuerie qui a commencé Shabbat matin. Vous-même, vous avez pu communiquer avec certains de vos élèves. C'est encore possible, là, aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, je suis en contact avec une partie de mes élèves. Certains ont quitté dès qu'ils ont pu les kibbutzim et se sont réfugiés. Heureusement que en Israël, les gens sont tellement chaleureux, ont ouvert leurs portes à tout le monde. Aujourd'hui encore, je me promenais à Jérusalem. Les gens préparent des paquets, de l'aide, enfin tout ce qu'on peut faire pour envoyer aux gens qui sont encore coincés là-bas. Enfin, là, pas mal d'élèves ont quitté dès qu'ils ont pu, c'est-à-dire uniquement hier matin. On ne pouvait pas quitter avant la rue de Touataza, la bande de Gaza. Et eux, ça avait l'air d'aller. Et quelques-uns sont encore sur place, malheureusement. Ils sont terrés à la maison. On n'a pas le droit de sortir. Et de toute façon, les nouvelles sont catastrophiques. Donc, personne, pour l'instant, ne veut savoir ce qui se passe à côté. Tout le monde est dans les abris, en espérant quitter le plus rapidement possible et aller à Tel Aviv ou à Jérusalem. Vous-même, Ruth, vous vivez habituellement dans la ville de Netivot, très proche également de la bande de Gaza. Vous savez quand vous pourrez rentrer chez vous, vous espérez rentrer chez vous ? Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer chez nous, parce que même si on pouvait d'abord, il y a encore, les routes ne sont pas entièrement sûres. On a entendu qu'il y a encore, malheureusement, des terroristes qui n'ont pas été rattrapés. Et même si on rentre à la maison, nous pensons qu'il va y avoir donc une entrée de l'armée de Tsahal dans la bande de Gaza. Et donc, il faudra libérer tout ce qui est à moins de 7 kilomètres parce que ça risque d'être problématique pour l'armée et de garder le front et de garder les villages aux alentours. Donc, nous hésitons. Mon mari aimerait rentrer, mais je pense que ce serait plus sûr de rester à Jérusalem en attendant de voir ce qui va se passer. Merci infiniment Ruth d'avoir pris le temps de témoigner en direct depuis Israël sur RCJ. Tous nos vœux vous accompagnent Ruth. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Il faut prier pour le peuple juif et garder des moments de solidarité avec nous, c'est très important. Am Israël Chad et Am Echad. Merci Ruth. Et merci à vous Laurence Goldman, vous écoutez RCJ. Il est 13h02, nous sommes désormais en ligne avec Rodolphe qui vit aussi en Israël. Bonjour. Bonjour. Rebonjour même. Rebonjour, oui, effectivement, on s'est parlé tout à l'heure hors antenne. Rodolphe, dans le contexte actuel en Israël, vos filles ont été rappelées par l'armée. Dans quel état d'esprit est-ce qu'elles sont en ce moment et dans quel état d'esprit vous aussi, en tant que père, êtes-vous ? Écoutez, un petit peu pour vous situer, moi ça fait plus de 40 ans que j'habite ici, mes enfants sont nés ici, mes enfants sont déjà grands et ont tous servi à l'armée. Ces 3 filles, une est mariée, les 2 autres sont en couple. Et la petite dernière, je l'appelle la petite dernière, a été combattante, a été libérée il y a 1 an de l'armée. Et tout simplement, j'habite dans une ville, un village qui est dans la région du Sharon, c'est pas très loin, qui s'appelle Kochav Yair, qui est pas très loin de Kfar Saba, à Amana Herzliya. Et j'ai pu assister à des choses finalement assez bouleversantes hier, surtout hier chez moi, quand j'ai vu un petit peu toute cette jeunesse qui était passée, qui avait vécu ça. D'abord pour vous dire un petit peu ce qui se passe. Et tous les garçons ont été déjà rappelés dans leurs unités, ils sont tous combattants, donc tous les garçons ont été rappelés et sont maintenant, je veux dire, avec leurs unités à se préparer à rentrer en action. Et on a vu les amis de ma fille aussi qui étaient combattantes étaient en stand-by pour être rappelées. Et tout simplement a perdu, elle était hier, on l'a vu,
Je l'ai vu comme rarement je l'ai vu, entre pleurs et affolé, tout simplement parce que sa base de service était au nord de la bande de Gaza, et au fur et à mesure que les noms étaient prononcés, elle voyait des officiers, des soldats avec lesquels elle était, des amis qui sont tombés au combat. C'était la première chose. Ensuite, des amis à elle qui étaient également présents, qui étaient allés pour la fête, pour cette Messiba, pour le festival qui était à Reim, au kibbutz Reim, et qui ont réussi à survivre au massacre et qui habitent ici dans notre village, sont venus. Et on a vu des enfants un petit peu de cette génération qui, pendant 5-6 heures, ont soit soigné leurs amis qui étaient blessés par balle, ou voir des amis à eux qui sont tombés, ou tout simplement résister dans un abri et aux terroristes qui leur tiraient dessus, qui lançaient des grenades, etc., pour les anéantir. Donc on a ce que je voyais un petit peu hier. Il y a un événement aussi qui était assez choquant, c'est une copine de classe tout simplement de ma fille, qui a servi dans une autre unité, qui s'est libérée il y a environ 1 an et demi, qui a eu le temps de partir, de voyager à travers le monde, et je l'ai vu arriver en pleurs, totalement désemparée, et quand on a compris un petit peu ce qu'elle faisait, c'était assez difficile. Une jeune fille tout simplement, qui doit avoir 21-22 ans, ou dans son rôle en période militaire est appelée, parce que sa spécialité, entre guillemets, est de s'occuper des soldats qui sont tombés ou des disparus, et pour traiter ça face aux familles, ce que fait l'armée pour communiquer, etc., parce que même les choses qui sont très difficiles, il faut qu'elles soient gérées. Et elle a été rappelée avant-hier soir en urgence pour s'occuper de tout ça, vu ce qui se passait dans le sud. Et son père, que je connais bien, qui est un voisin, l'a ramenée dans la nuit, complètement effondrée, tout simplement parce que au fur et à mesure qu'elle s'occupait un petit peu de s'occuper un petit peu de tous les jeunes qui étaient tombés, elle a vu tellement d'amis et de copains à elle qu'elle connaissait, soit qu'elle avait connu à l'armée, soit même pendant son voyage après l'armée en Amérique du Sud. Elle a tout simplement pété les plombs, quoi. Elle était traumatisée par ça. Elle a vu tellement de noms de gens qu'elle connaissait personnellement que finalement elle est arrivée. Et donc c'est ce que j'avais un petit peu hier. Tous les jeunes se sont retrouvés un petit peu, ils sont revenus tous un petit peu à la maison, chez un les autres, pour se retrouver entre eux. Et ça, c'était un petit peu les nouvelles. Et maintenant, ça a continué encore avec des nouvelles encore pires. Et ma voisine de la maison juste à côté est venue me voir en me disant que son neveu parachutiste est mort au combat la veille dans le sud. Et mon gendre qui est en Milouim, qui est également en période, m'a dit qu'un de ses amis qui est de la même unité est mort hier également au combat. Donc hier, nous avons véritablement... c'était une journée qui était très très difficile de voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Maintenant, quand je regarde, c'est toute cette génération, c'est ces générations de jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Hein. Finalement, c'est nos enfants. Et qui vivent une chose que je pense que nous, on n'a pas vécu. Je veux dire, moi, j'ai vécu la guerre du Liban, les 2 guerres du Liban, la guerre du Golfe, etc., beaucoup d'opérations. Mais quelque chose de cette ampleur-là, je pense pas que ma génération l'ait vécu. Et je vois un petit peu comment ils réagissent, et je vois un petit peu leur façon de faire, à la fin, à la fois d'être très sensible à ce qui se passe, de réagir tel que... de passer de pleurs à gérer une situation, et à la fois tout de suite, immédiatement, d'être appelés, de rejoindre leurs amis et de se serrer les uns les autres. C'est quelque chose d'assez, je dirais, à la fois émouvant, surréaliste, impressionnant, quoi. Merci pour beaucoup. Vous dire, ça c'était sur 24 heures, quoi, un petit peu ce qui s'est passé chez moi dans mon jardin dans les dernières 24 heures. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe, pour ce témoignage très, très fort et très poignant. On vous souhaite bien évidemment beaucoup de courage dans cette situation très, très compliquée pour tous les Israéliens sur place. Merci encore et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous écoutez RCJ, il est 13h09, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez le Lunch by Noé avec Philippe Lévy et toute son équipe. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ. RCJ Midi, édition spéciale.